Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va vous faire une présentation sur les critères de choix du statut de votre entreprise ou de votre future entreprise. On va organiser la présentation de la manière suivante. On a 45 minutes. On fait une demi-heure de présentation et puis on se laisse un quart d'heure pour des questions-réponses. Ça vous va? Voilà, donc moi je suis Laurent Bernadac, je suis notaire. Moi je suis Nicolas Martineau, je suis avocat en droit des affaires à Rennes. Et Pierre-Marie Monjaret, expert comptable. Voilà. Donc on vous propose, si vous avez des questions au cours, qui vous viennent à l'esprit en cours de présentation, de les garder pour le temps de questions-réponses. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans le temps qui nous est imparti, c'est de vous expliquer quels sont les points en termes de juridique, en termes de droit social, en termes de protection sociale et en termes de fiscalité qu'il faut avoir en tête, qui vont vous permettre, avec vos conseils, de pouvoir faire le choix de l'entreprise que vous allez créer. Alors, on va voir donc les principes, les différents éléments, tant sur le plan juridique que sur le plan social ou sur le plan fiscal, qu'il y aura bien évidemment à prendre en compte et que vous devrez personnaliser avec vos conseils pour déterminer le choix de la structure qui vous conviendra le mieux. Alors, ça peut vous sembler être un long parcours de savoir comment choisir. Pourquoi ça semble difficile? C'est parce qu'on a la chance d'avoir plein de possibilités. Quand vous avez le choix que d'une seule structure, alors on n'a pas de questions à se poser, c'est tel choix qui est imposé. Là, vous allez voir qu'il y a plein de possibilités et les choix que vous ferez auront une incidence sur votre responsabilité, sur votre régime social, sur votre régime fiscal. Donc, vous voyez, on a essayé de vous hiérarchiser un petit peu différents éléments. Un des premiers critères que vous allez avoir à prendre en compte, c'est est-ce que vous constituez cette entreprise seule ou est-ce que vous avez des associés? Ça, déjà, ça va guider un petit peu. Et puis après, quelle va être l'ampleur de ma responsabilité si jamais, malheureusement, l'entreprise ne fonctionne pas? Est-ce que mon patrimoine personnel va en pâtir ou pas? Et puis, comment vont être imposés mes revenus? Comment va être traitée ma situation sociale en ma qualité de dirigeant? Donc, vous voyez, première chose, premier critère, je crée seul ou je crée à plusieurs. Alors attention, là je ne parle pas de savoir si on a des salariés. Je peux avoir une entreprise tout seul, être seul responsable de l'entreprise et avoir des salariés. La question n'est pas de savoir si j'ai des salariés ou pas. La question est de savoir est-ce que nous sommes plusieurs ou pas à porter le risque de l'entreprise. Ça va déjà guider votre choix. Si vous êtes dans un projet solo, eh bien, le nombre de structures qui vont pouvoir accueillir votre entreprise va être plus restreint. Ça sera soit une entreprise individuelle, soit une EURL, soit éventuellement une SASU. SASU, c'est une SAS unipersonnelle. Si vous êtes à plusieurs, vous allez avoir d'autres structures juridiques, comme la SARL, comme la SAS. Vous voyez? Donc, à combien est-ce qu'on porte le projet? Déjà, c'est un élément de critère de choix de votre future entreprise. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité, vous allez avoir une responsabilité plus ou moins importante selon la structure que vous allez choisir. Je m'explique. Vous avez déjà entendu parler d'un capital social dans une entreprise. Eh bien, il y a des entreprises dans lesquelles on va risquer que le capital social qu'on aura mis, et puis il y a des entreprises dans lesquelles je vais risquer ce que j'ai mis à l'origine dans l'entreprise, certes, mais également
ce qui peut être mon patrimoine privé. Donc là, dans ces structures-là, on appelle ça une responsabilité illimitée. Les SNC, alors les SNC, c'est quand même des entreprises qu'on utilise aujourd'hui relativement peu pour cette raison. C'est-à-dire que si l'entreprise est défaillante, c'est pas seulement le patrimoine de l'entreprise qui va répondre de ses dettes, ça va être également le patrimoine des entrepreneurs. D'accord ? Ça va au-delà de l'entreprise. Alors les SNC, schématiquement aujourd'hui, c'est le monde de la pharmacie, le monde aussi des buralistes, puisque ce sont des structures qui sont imposées. Si au contraire, je suis dans une société de type SARL ou de type SAS, là, ce que je vais risquer, c'est le capital social que j'aurais mis. C'est l'argent que j'aurais donné à l'entreprise dès sa création. Si je suis entrepreneur individuel, alors on verra tout à l'heure que c'est un statut qui a bougé récemment, mais j'avais un patrimoine d'affectation. C'est ce patrimoine-là qui est quand j'étais sous une certaine forme. Et sinon, si je suis un entrepreneur individuel classique, c'est également tout mon patrimoine qui pourra répondre de mes difficultés. Alors, quelques éléments sur la fiscalité ? Alors, au niveau de la fiscalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a deux grands types d'impôts au niveau de la société, en fonction de la forme juridique que l'on choisit. Quand on est entrepreneur individuel, l'impôt naturel, c'est l'impôt sur le revenu. En fait, les revenus de l'entreprise individuelle sont les revenus de la personne. Il y a une confusion en fait entre les deux au niveau de l'entreprise individuelle. S'agissant des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, là c'est une forme un petit peu particulière. C'est un entrepreneur individuel qui va pouvoir bénéficier d'un régime fiscal avantageux puisqu'il sera imposé uniquement par rapport à ce qu'il réalise en chiffre d'affaires. Quand on est en société, alors en fiscalité rien n'est simple, il y a toujours possibilité de basculer de l'un à l'autre, mais quand on est en société de type SARL avec plusieurs associés ou SAS, à ce moment-là, on est à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est quoi ? C'est l'imposition au niveau de la structure de la société elle-même. Le taux de l'impôt société, c'est 15% jusqu'à une certaine fraction de bénéfices, aux alentours de 42 000 euros, et 25% au-delà. C'est-à-dire que les résultats qui seront générés par la société ne pourront pas être taxés au niveau de l'entreprise au-delà de ce plafond de 25%. Si l'entreprise garde l'argent, une fois après avoir fait son résultat, il n'y a pas d'imposition supplémentaire au niveau du chef d'entreprise. Donc, attendez, hop. Ah oui, c'est... attends, tu quittes ça. Pardon. Que dire d'autre également sur l'imposition ? Donc on a l'imposition au niveau de la structure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une société qui marche bien, qui gagne bien sa vie, elle a tout intérêt à se placer sous l'impôt société avec un taux maximum d'imposition à 25%. Si vous êtes dans une entreprise individuelle qui fonctionne très bien, vous êtes au barème progressif de l'impôt sur le revenu et vous pouvez être imposé jusqu'à quasiment la moitié du résultat de l'entreprise, 45%. Donc c'est quand même avantageux de se placer au niveau à l'impôt société. Autre élément, ça c'est au niveau de l'entreprise. Au niveau de la rémunération du chef d'entreprise, il a deux façons de se rémunérer principalement. Au titre d'un mandat social, donc le président d'une SAS, le gérant d'une SARL par exemple, il va se verser donc une rémunération au titre de ses fonctions et l'imposition sera quasiment semblable à celle d'un salarié au niveau de sa déclaration d'impôt sur le revenu quand il se rémunère. Quand il se verse des dividendes, quand l'entreprise à l'impôt société lui verse des dividendes, à ce moment-là, il va être taxé à ce qu'on appelle donc la flat tax à 30%. C'est-à-dire que sur un dividende de 1000
d'un montant brut de 1000, il va en retirer 700 € à peu près. Hein. Les 300 € qui sont le delta, c'est pour l'État, au titre de l'imposition. Donc voilà pour ce qui concerne la fiscalité. Après, on repart sur du juridique. Je vous repasse. Merci. Donc, sur une entreprise, on vous disait des choix, notamment le statut social du dirigeant. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors la principale différence sur le statut social du dirigeant, c'est que d'un côté, donc sur le gérant majoritaire de URL ou de SARL, vous aurez ce qu'on appelle le statut de travailleur non salarié, TNS, alors que lorsque vous êtes président de SAS, vous serez assimilé salarié. Alors la principale différence entre les deux, il y en a quelques-unes. Il y a une partie déjà administrative. C'est-à-dire que si vous êtes président de SAS, assimilé salarié, vous allez devoir faire des bulletins de paye et des déclarations. Donc ça a un coût. Et au-delà de ça, ça nécessite aussi une certaine régularité dans la rémunération que vous allez vous verser, puisque, étant donné que vous aurez des bulletins de paye à faire, vous ne pouvez pas forcément faire varier votre rémunération d'un mois à l'autre. En tout cas, c'est moins flexible. À l'inverse du travailleur non salarié, où pour le coup, si un mois vous avez besoin de 2000, le mois suivant 3000, etc., vous vous prélevez en fonction de vos besoins et de votre train de vie. Donc ça, c'est une première chose sur la partie flexibilité administrative. Pour finir sur le statut d'assimilé salarié de président de SAS, vous n'avez pas droit au chômage. Donc même si vous êtes simplement assimilé salarié et non salarié. Donc si vous êtes président de votre SAS que vous détenez, forcément si vous vous licenciez, vous n'aurez pas droit au chômage. Et ensuite sur le statut social, donc il y a eu cette partie administrative et ensuite la partie coût social. Alors pour faire très simple, un assimilé salarié qui va se verser une rémunération de 1 €, donc ce sera une rémunération brute d'1 €. Vous allez avoir dessus des cotisations sociales salariales, donc vous allez à peu près percevoir dans les 80-90 centimes de salaire net, donc avant impôt sur le revenu. Et ensuite le coût pour la société, donc les charges patronales, seront à peu près de l'ordre de 50 centimes. Donc dites-vous que pour du net dans votre poche entre 80 et 90 centimes, ça coûte au total à la société 1,50 €. À l'inverse, quand vous êtes travailleur non salarié, vous vous prélevez 1, donc il n'y a pas de notion de brut ou de net, donc ce 1 il rentre dans votre poche toujours avant impôt sur le revenu. Et le coût pour la société, c'est pareil, ça varie en fait en fonction de la rémunération que vous vous versez. Plus vous vous rémunérez, plus ce sera important, mais c'est de l'ordre de 40-45 centimes. Donc d'un côté, vous avez une structure où vous aurez 80-90 pour un coût total d'1,50 €, et de l'autre, vous aurez 1 dans votre poche pour un coût total de 1,40-1,45. La principale différence entre les deux, ce qui explique cette variance de coût, c'est les cotisations vieillesse et la retraite, pardon. Concrètement, alors souvent ce que je dis à mes clients, c'est que on sait à peu près, même si ça varie, et je vois qu'il y a des jeunes ici, donc vous savez encore moins que pour les plus âgés combien de temps vous allez cotiser. Mais on a à peu près une idée du temps qu'on aura à cotiser. Par contre, on ne sait pas malheureusement combien de temps on sera en retraite. Donc vous allez avoir un delta, ça va être moins coûteux pendant la durée d'exercice de votre activité. En contrepartie, vous aurez moins de pension de retraite une fois que vous y serez. Donc après, ça dépend des gens, de leur aversion au risque. Une personne qui voudra se constituer sa propre retraite préférera cotiser moins pendant son activité pour l'investir sur de l'immobilier ou autre et ensuite se constituer sa propre retraite. Donc, une première petite synthèse parmi les critères de choix, en tout cas sur le principe juridique. Est-ce que la création va impliquer plusieurs personnes ou pas? D'accord? Ce qu'on a vu, projet solo, projet collectif. Est-ce que je souhaite que mon patrimoine personnel soit
protéger d'éventuelles difficultés que connaîtrait l'entreprise que je suis en train de créer. Et puis, en fonction de mon activité également, on aura des formes juridiques qui pourront être plus ou moins possibles. Vous avez d'autres impacts au choix, ce qu'on vient de vous parler. En fonction du choix que vous ferez, vous serez éligible à un régime fiscal de type impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, mais vous aurez également des choix sur votre régime social. Donc vous voyez, il y a bien une imbrication entre ces trois critères, le juridique, le fiscal et le social. Donc le choix, il est par rapport à vos propres appétences, par rapport à vos propres besoins. Vous devrez bien évidemment prendre en compte votre projet, mais avec qui je vais le faire, quelle protection est-ce que j'estime avoir besoin, que ce soit par rapport à mes biens, que ce soit par rapport à l'entreprise, mais également aux salariés. Donc, petite synthèse, on vous refera également une synthèse sur le social et sur le fiscal. Si vous créez seul, vous voyez, j'ai des choix entre des sociétés dites EURL, SASU. Donc là, c'est une vraie société. J'ai créé des statuts, j'ai créé un être juridique qui est différent de moi, alors que je peux également créer une entreprise seule, sans pour autant créer de statut. Je serai en entreprise individuelle. Si je crée une société, elle va avoir son propre patrimoine. C'est un être juridique différent de moi. Elle aura, donc, j'aurai moi une responsabilité qui sera limitée à ce que j'aurai transféré dès le début à cette société, ce qu'on appelle nos apports. Si je suis en entreprise individuelle qui profite d'une protection type EI, j'aurai un patrimoine distinct, ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation. Bien évidemment, ces principes connaissent toujours des limites. Dans l'hypothèse où je suis, si vous créez une entreprise, une société pour accueillir votre projet et que cette société nouvellement créée a besoin de financement, vous aurez probablement votre partenaire financier qui exigera de vous une caution personnelle, c'est-à-dire que vous serez garant à côté de la société du paiement des éventuelles dettes. Mais vous serez volontaire. Quand vous signez une caution, c'est que vous êtes volontaire. C'est une condition d'obtention de votre crédit. Si je crée une société, encore une fois, une SASU par exemple, eh bien, je vais devoir rédiger des statuts, je vais devoir apporter un capital social, j'aurai moins entre guillemets, de contraintes administratives si je suis sous le format d'une entreprise individuelle. Si je suis dans le cadre d'une société, eh bien, il y a un formalisme. Il y a un formalisme à la création, mais il y a également un formalisme dans le cadre du fonctionnement de la société. Je vais prendre une décision seule, mais ça serait quand même une décision de l'associé unique. Je n'ai pas tout à fait la même formalisation de la vie dans l'entreprise individuelle. Les obligations comptables, elles sont un petit peu plus complexes quand on est dans une société. Et sur le statut social, vous aurez un statut de travailleur non salarié. Dans tous les cas, ce que je disais au début, dans tous les cas, vous pouvez bien évidemment avoir des salariés. Bon, le IRL a disparu, je pense qu'on peut... je regarde le timing, je pense qu'on a encore d'autres choses à dire. Je vais passer. Si vous créez à plusieurs, différents types de sociétés sont possibles. Des sociétés dites par action, ce que tout le monde connaît, une SAS, une SARL, une SA. Dans les deux cas, vous aurez une responsabilité qui sera limitée aux apports que vous aurez pu faire. C'est l'avantage. Bien évidemment, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure dans le URL ou dans la SASU, si mon partenaire bancaire exige de moi une caution, eh bien, ça va limiter le principe de la responsabilité à mes seuls apports. C'est un être juridique distinct, je serai responsable des fautes de gestion que je pourrais faire. Dans tous les cas, je devrais avoir
formaliser des statuts, j'aurai un capital social, ce qui matérialisera ma responsabilité. Puisque nous sommes plusieurs, on aura des décisions qui seront collectives. Les plusieurs associés, je peux être majoritaire, mais en tout cas, je dois formaliser toutes les décisions qui seront prises par la collectivité des associés. Avec des statuts sociaux, enfin un statut social du dirigeant qui sera bien évidemment adapté à cet outil utilisé. Voilà un petit peu sur les points clés pour resynthétiser à nouveau. On va vous expliquer avec des chiffres un petit peu plus précis, ça marche moins, les différents régimes fiscaux. Oui. Merci. Pour revenir un petit peu sur la fiscalité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'entrepreneur, dans le cadre d'une entreprise individuelle classique, il va payer de l'impôt sur la totalité du résultat de son entreprise. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Donc son impôt sera toujours calculé par rapport à son résultat. Et la rémunération qu'il peut se tirer tous les mois de son entreprise n'est pas une charge déductible. Donc c'est un système qui est... L'impôt sur le revenu, c'est un système qui peut être avantageux quand on n'a pas trop de revenus au début, ou alors qu'on est par exemple avec un conjoint qui gagne bien sa vie. On a parfois une perte la première année. Ça permet d'équilibrer en fait les revenus de tout le foyer fiscal des deux personnes. Maintenant, il faut bien voir que même si je ne prends pas tout l'argent de l'entreprise, toute la trésorerie qu'elle peut générer, même si je n'appréhende pas tout l'argent, pour l'administration fiscale et pour l'administration, pour l'impôt sur le revenu, on regarde l'impôt sur le revenu, je suis quand même réputé avoir perçu cet argent. Donc mon impôt sera calculé par rapport à la totalité du résultat. Quand on est à l'impôt sur les sociétés, c'est l'entreprise, c'est la société, donc la SARL, la SAS, le URL, la SASU, qui va payer son propre impôt. Au taux qu'on a évoqué tout à l'heure, taux réduit à 15% jusqu'à une fraction de bénéfice, alors qui va jusqu'à 42 500 €, et 25% au-delà, sans jamais pouvoir excéder 25%. Contrairement à l'impôt sur le revenu qui va jusqu'à 45% et demi. Donc le fait d'être à l'impôt société est un avantage certain pour l'entreprise. L'entrepreneur, lui, à titre perso, ce qu'il va payer simplement, c'est ses rémunérations quand il est en société. S'il se prend une rémunération de mandat social, à ce moment-là, il va la déclarer sur son impôt sur le revenu et c'est comme un salarié. Ça marche à peu près comme un salarié. Donc, ce sont les deux principaux régimes. Quand on est en rentrant un petit peu plus dans le détail, quand on est en entreprise individuelle, alors le principe c'est qu'on est à l'impôt sur le revenu. Mais dans l'impôt sur le revenu, on a différentes catégories. On a l'imposition au réel, c'est-à-dire que le résultat imposable de l'entreprise sera constitué de son chiffre d'affaires moins ses charges déductibles telles qu'elles ont été réellement payées. Donc sur présentation avec toutes les factures et tout ce qui va avec. Et le résultat est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu jusqu'à 45% et demi. Quand on est en micro-fiscal, c'est un régime fiscal particulier, c'est une option fiscale qui se fait à la création de l'entreprise et qui est conditionnée par certaines conditions de chiffre d'affaires notamment. C'est plus simple. Le résultat imposable de l'entreprise, c'est son chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire c'est-à-dire qu'on évalue les charges de façon globale, sans rentrer dans le détail. C'est pas du réel. On dit, si par exemple vous êtes dans le commerce, dans l'achat-revente, vos charges vont représenter 71% de votre chiffre d'affaires. C'est un exemple. Dans d'autres domaines, ça va être 50% ou 34%. 34%, c'est notamment dans les entreprises de prestation de services. On considère que les charges, en théorie, sont moins élevées. Et le résultat est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans une autre option, en micro-fiscal simplifié, alors c'est l'auto-entrepreneur au sens strict d'un point de vue fiscal, parce que l'auto-entrepreneur, ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue juridique. C'est un entrepreneur individuel qui bénéficie d'un régime fiscal et social spécifique.
En microfiscal, c'est moins risqué, puisque votre impôt sur le revenu, il est calculé par rapport au chiffre d'affaires encaissé. Donc ça, c'est un point important, parce qu'on peut très bien émettre des factures, mais ce n'est pas pour autant qu'on a émis la facture qu'elle va nous être payée. On peut avoir un litige avec le client, le fournisseur, etc. Donc, en microfiscal, on va calculer l'impôt par rapport à un pourcentage de ce chiffre, toujours en fonction de la nature de l'activité qui est exercée. Pour ce qui est de la TVA, donc la TVA, ça peut être un avantage concurrentiel, parce que quand vous êtes en microfiscal ou en microfiscal simplifié, vous avez la possibilité de ne pas payer de TVA et de ne pas facturer la TVA. Alors c'est un petit peu à double tranchant parce que l'avantage, c'est que quand vous facturez à vos clients, vous êtes mécaniquement 20% moins cher que les concurrents. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous avez des achats à faire pour financer votre production, vous ne pouvez pas déduire la TVA. Donc vous payez mécaniquement 20% plus cher que vos concurrents. Donc c'est à voir. Si vous êtes dans une entreprise où il y a beaucoup d'achats-reventes, on a tout intérêt à plutôt être à la TVA. Quand il n'y a pas beaucoup dans une entreprise de prestation de services purs, là il y a un vrai avantage à ne pas être à la TVA dès lors qu'on ne dépasse pas certains seuils de chiffre d'affaires. Enfin, pour terminer sur cette synthèse fiscale, comme rien n'est simple en matière de fiscalité, le législateur a permis, dans certaines conditions, et le permet aussi d'ailleurs aux sociétés, d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors, dans les faits, on le voit rarement. C'est un petit peu une hérésie, puisqu'on a un entrepreneur individuel qui est soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais toujours est-il que du coup, on se place dans la même situation qu'une société. Le résultat imposable, c'est le chiffre d'affaires, moins les charges déductibles au réel, et avec une taxation à l'IS. Dans la pratique, on voit assez peu, on voit très peu ce cas de figure-là. L'entrepreneur individuel qui choisit d'être à l'impôt société. Dans la plupart des cas, on est logique jusqu'au bout, on se met en société et on bénéficie de l'impôt sur les sociétés. Oui. Alors pour finir sur la partie sociale, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fonction de gérant de URL ou président de SAS, le statut sera différent, les coûts seront différents. En étant entre SARL, EURL et entreprise individuelle, vous aurez tous les deux, dans les deux cas, le statut de travailleur non salarié. Et pour rejoindre ce qu'a dit Nicolas, c'est que, en effet, lorsque vous êtes en entreprise individuelle, c'est plutôt adapté lorsque vos revenus, ou en tout cas votre résultat est relativement faible. Pourquoi ? Parce que vous êtes imposé fiscalement, comme il l'a dit, sur la totalité du résultat, mais également socialement, comme si c'était de la rémunération, alors que potentiellement, vous n'avez pas besoin de l'ensemble de votre résultat pour votre train de vie. C'est là où la forme de société, qu'elle soit de URL ou d'SARL, peut être peut être plus intéressante, puisque ça va vous permettre d'arbitrer, d'optimiser, en ne payant des cotisations sociales et donc de l'impôt sur le revenu également que sur la partie rémunération dont vous avez besoin, et laisser le reste imposé à l'impôt sur les sociétés, ce qui vous permettra ensuite d'être réinvesti ou de l'utiliser comme bon vous semble dans le cadre de votre activité. Donc l'assiette des cotisations, donc lorsque vous êtes en EI sociétalière ou gérant majoritaire, donc ce sont vos revenus professionnels, donc c'est ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que ça va être soit ce que vous prélevez dans les formes de société, soit votre résultat dans l'entreprise individuelle. Et en micro-entreprise, donc c'est sur le même principe que le micro-fiscal, vous avez du micro-social qui est basé sur votre niveau de chiffre d'affaires ou sur votre résultat également. Voilà. Et donc enfin sur la rémunération gérant minoritaire égalitaire dirigeant de SAS, donc vous êtes assimilé salarié comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc voilà, entrepreneur individuel, gérant majoritaire de SARL ou EURL, vous êtes TNS, travailleur non salarié, et gérant minoritaire ou égalitaire de SARL ou président de SAS, vous êtes assimilé salarié. Donc dans les deux cas, vous êtes au régime général.
Vous avez, donc comme je vous l'indiquais, pour assimiler salarié, vous n'avez pas de couverture chômage. Et ensuite, le calcul se fait sur l'assimilé salarié, étant donné qu'il y a des bulletins de paye, donc c'est en fonction de votre bulletin. Et sur les travailleurs non salariés, c'est en fonction de ce que vous vous êtes rémunéré les années précédentes. Donc si en 2023, vous vous rémunérez 40 000, vous êtes censé payer des cotisations au fur et à mesure de l'exercice. Cependant, l'URSSAF n'a l'information que l'année suivante. Donc ils vous feront potentiellement des régularisations à la hausse ou à la baisse, selon que la base de cotisation était plus ou moins élevée sur l'exercice concerné. Et donc voilà, le taux donc, sur les prélèvements en TNS, c'est environ 46%. Et au total, assimilé salarié, c'est environ 80% du net. Et vous avez la possibilité d'avoir des régimes facultatifs qui, dans certains cas, peuvent être déductibles de votre revenu pour vous permettre d'avoir une meilleure couverture sociale. Voilà, on est arrivé au terme de ces 30 minutes. On vous propose un petit espace de questions-réponses. Allez, un volontaire pour poser une première question. Je vous apporte le micro, madame. Alors moi j'avais une question concernant les SARL familiales. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelle est la différence avec la SARL simple ? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, la question était quelle est la différence entre une SARL classique telle qu'on l'a présentée et la SARL dite familiale. En fait, la SARL familiale, c'est une société qui ne va être constituée qu'entre personnes de la même famille. Il faut un lien de parenté. On ne peut pas s'associer tous les deux dans une SARL de famille. Et l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'elle va avoir un traitement impôt sur le revenu. C'est une société qu'on utilise plutôt dans des montages immobiliers que dans des montages de réalisation d'une entreprise commerciale. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Oui, d'un point de vue fiscal, en fait, la SARL de famille, familiale, ça vous permet d'être à l'impôt sur le revenu de façon illimitée, dès lors que les liens de famille subsistent. Parce que dans la plupart des régimes fiscaux, type impôt sur le revenu, enfin, une SARL, quand elle est constituée de plusieurs associés, est à l'impôt sur les sociétés, en principe. Elle peut opter pour l'impôt sur le revenu, mais dans le droit commun, c'est une option qui est limitée dans le temps à 5 ans, avec l'exception donc de la SARL familiale qui permet de maintenir l'option à l'impôt sur le revenu aussi longtemps que durent les liens de famille entre ses membres. Donc voilà, c'est l'avantage. Oui. Je pense pas, non. Proches parents jusqu'à beau-frère, belle-sœur, tout ça, mais pas au-delà des liens. Voilà. D'autres questions ? Bonjour. Au niveau de l'EI, vous avez dit tout à l'heure que le patrimoine était protégé. Au niveau UERL, vous parliez de l'apport, mais le patrimoine également, le patrimoine personnel ? Oui, alors, le URL est une SARL à un seul associé. Donc, c'est le même régime juridique que la SARL. C'est une société. J'ai créé un être spécial. Le URL. Le IRL, c'est une entreprise dans laquelle je n'ai pas créé de société. J'ai simplement déclaré un patrimoine d'affectation. Ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation, c'est ce que j'estime être nécessaire pour la réalisation de mon entreprise, et c'est ce patrimoine exclusivement qui sera protégé c'est ce patrimoine exclusivement qui m'engagera si je fais de mauvaises affaires. Ça, c'est l'EIRL. Donc c'est un statut un peu particulier. Et après, vous avez l'entrepreneur individuel, ce que vous appelez le nom propre, si vous voulez fonctionner en nom propre, où là, je suis responsable sur tout mon patrimoine. D'accord ? EU, c'est une vraie société. EI, c'est un patrimoine réservé d'affectation. Il y avait une question au fond, monsieur ?
Oui, bonjour. J'avais une question pour une personne en fait qui serait bénéficiaire de l'allocation chômage, donc qui toucherait l'ARE et qui crée une entreprise et qui souhaiterait continuer à percevoir son ARE en début d'activité, disons si possible l'intégralité de cette ARE. Qu'est-ce que vous recommandez comme type de forme d'entreprise? Est-ce qu'il vaut mieux créer une SARL, une SAS? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Merci. Alors dans ce cadre-là, on a plusieurs distinctions. Lorsque vous êtes dans une forme de société qui est à l'impôt sur le revenu, dès que vous allez faire du résultat, le Pôle emploi va reprendre ce résultat et le considérer comme étant de la rémunération et va venir ajuster vos cotisations, le maintien de vos droits en fonction de ce résultat. Donc si finalement vous avez fait plus que le montant de vos droits, eh bien vos droits s'éteindront ou en tout cas seront prolongés jusqu'à ce que votre résultat diminue pour vous permettre de continuer de percevoir des droits. L'objectif, c'est de vous donner un maintien de salaire et de vous permettre d'exercer votre activité sans avoir la pression forcément de vous rémunérer. C'est pas censé être un moyen de financement. Après, dans d'autres cas, vous pouvez également être sous une forme de société, donc EURL, SARL ou SAS. Et là, ce sera en fonction de la rémunération que vous vous octroyez que le différentiel se calculera. Donc si vous ne vous rémunérez pas sur la société, eh bien vous aurez le maintien de vos droits jusqu'à l'extinction de ceux-ci. Et dès que vous allez vous rémunérer, eh bien vous allez le déclarer. En fait, chaque mois, vous devez vous déclarer en disant le nombre d'heures et la rémunération que vous avez perçue. Eh bien en fonction, ils ajusteront vos droits également. Donc ce qui peut arriver aussi, mais qui est très border, c'est des gens qui vont créer des SAS, ne pas se rémunérer et se verser éventuellement des dividendes. Bon, c'est pas juste parce que le dividende est censé être une rémunération du capital et non du travail, et donc une personne qui est seule dans sa SAS et qui se rémunère exclusivement avec des dividendes, eh bien elle est dans la limite puisque il exerce son activité à plein temps dedans et donc ne pourrait en théorie pas se rémunérer qu'en dividende. D'autres questions? On était particulièrement clair ou particulièrement ennuyeux, je ne sais pas. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de la fiscalité, le système d'imposition. Est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires ou est-ce que c'est sur le compte de résultat, en fait, sur le résultat par rapport à l'entreprise individuelle, par exemple? On sera imposé à l'impôt sur le revenu sur le résultat, sur le BE ou sur le chiffre d'affaires de l'entreprise? Bien, en fait, tout dépend de l'option fiscale qu'on choisit à la création de la structure. Si vous êtes en entreprise individuelle classique, sans option particulière pour un régime micro, vous êtes imposé par rapport à votre chiffre d'affaires, moins les charges d'exploitation au réel. C'est le régime réel. Si vous choisissez un régime micro, le régime auto-entrepreneur pur et dur, là, vous serez imposé uniquement par rapport au chiffre d'affaires que vous réalisez. Si vous êtes imposé au régime micro qu'on a vu juste avant, à ce moment-là, on aura une imposition par rapport au chiffre d'affaires, moins des charges calculées de façon forfaitaire, mais sur un résultat. Donc c'est le chiffre d'affaires, moins les charges d'exploitation, égale résultat d'exploitation, alors qu'il peut être corrigé par un résultat exceptionnel éventuellement, mais globalement c'est ça. Donc tout dépend de l'option fiscale qui est choisie au moment de la création de la structure. Sachant que vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez bénéficier d'un régime micro. Par exemple, si vous ne dépassez pas, en fonction de la nature de l'activité, à peu près 190 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 188 000 et des poussières de chiffre d'affaires hors taxe, vous pouvez bénéficier du régime micro quand vous êtes en achat-revente, en achat-revente dans le commerce. Et le seuil est un petit peu plus bas, il doit être aux alentours de 77 000 euros et des brouettes, enfin il évolue tous
tous les ans, il évolue assez fréquemment, quand vous êtes en prestation de service pure. Si vous dépassez pas ces seuils, vous pouvez bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur, enfin du régime micro-fiscal. C'est bon? D'autres questions? Merci pour votre écoute. Si vous avez plus d'autres questions, c'est tout est ok. Eh ben merci pour votre attention, merci pour votre écoute et puis bon salon à tous et bonne création.